J'ai été invité à Montréal par Richard Filion, le directeur du collège Dawson, à l'occasion de la commémoration de la fusillade qui a eu lieu il y a une dizaine d'années et qui a coûté la vie à une jeune femme qui s'appelle Anastasia de Souza. Et j'ai été invité pour parler des thèmes que je développe beaucoup en France, c'est-à-dire les thèmes du vivre ensemble, de la fraternité et du dialogue entre les cultures dans nos sociétés qui sont des sociétés interculturelles où il y a beaucoup de tentations de repli sur soi, de rejet de l'autre, il y a des discours de haine, etc. Et avec d'autres, j'ai pris conscience de la gravité de ces situations sociales qui font beaucoup de mal à nos sociétés, qui se replient en communautés séparées, en identités séparées. Et en tant que philosophe engagé, parfois même de façon ironique, on m'appelle le philosophe de la fraternité, mais c'est des gens qui se moquent, bon, voilà, mais bon, des fois on se moque. Et j'essaye de contribuer à montrer quelle est la richesse pour nos sociétés de la diversité et quelle est aussi non seulement la richesse de la diversité, mais la possibilité que nous avons avec nos différences de nous retrouver autour de valeurs partageables. Par exemple, la conviction humaniste et qu'on trouve dans toutes les cultures du monde, que chacun d'entre nous aspire simplement à un certain nombre de choses simples. Il veut être heureux, il veut être libre, il veut être considéré, il veut être reconnu. Nous avons tous, au-delà de nos différences, un certain nombre de choses, de questionnements, de valeurs, etc., qui peuvent nous rapprocher. Ce que je trouve très frappant, c'est que alors qu'on a une différence d'histoire, une différence historique, et qu'on a aussi des différences de culture du vivre ensemble, ici on me parle beaucoup d'une approche qui est une approche plus, interculturelle, où on emploie aussi parfois le mot multiculturel, etc. On a tous les mêmes difficultés. Aujourd'hui, il y a une convergence des problèmes et c'est pour ça que j'ai trouvé ici au Québec un écho énorme à ce que je développe en France, parce qu'on est tous dans des sociétés qui sont des sociétés qui se sont beaucoup mélangées, des sociétés dans lesquelles il y a une diversité énorme et on est tous confrontés à la même difficulté qui est de fabriquer du commun, de trouver du commun, de se retrouver autour d'un certain nombre de valeurs sans pour autant nier les différences et tout en accordant à ces différences la reconnaissance et la légitimité d'expression qu'elles méritent. Voilà. Donc finalement, je ne me sens pas dépaysé et j'ai l'impression même qu'au Québec, il y a véritablement, de ce point de vue-là, un certain nombre d'atouts de la société québécoise. Moi, je vois ça de l'extérieur, bien entendu, mais il me semble que c'est vraiment une société ouverte pour laquelle j'ai donc bon espoir qu'elle arrive à surmonter ce qui est, comme en France, une crise de la société interculturelle. À court terme, je ne suis pas très optimiste, mais à long terme, oui, je suis optimiste. Mais comme le disait je ne sais plus qui, l'optimisme est une responsabilité. Et je crois que cette responsabilité commence par l'éducation. Comment éduquons-nous nos enfants ? Est-ce que nous est-ce que nous les initions ? Est-ce que nous leur faisons faire l'expérience de la fraternité, l'expérience d'un humanisme ? Est-ce que nous éduquons nos enfants à considérer comme un frère humain n'importe quel autre petit enfant qui est avec lui ? Ou est-ce que nous allons continuer à considérer que le frère, c'est celui qui a la même origine que moi, la même couleur de peau que moi, le même sang que moi, etc., etc. Je crois que nous sommes confrontés aujourd'hui par les sociétés multiculturelles à la nécessité, à l'obligation impérative de faire un pas ou un saut éthique qui est d'arriver à une fraternité universelle, au-delà des frontières habituelles de nos communautés, de nos identités ou de nos appartenances. Et on va donc y arriver ensemble ou on n'y arrivera pas du tout. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Lucas Machimani. J'ai l'honneur de présider le Conseil interculturel de Montréal. Monsieur Abdounour Vidal, Monsieur Richard Filion, directeur général du Collège Dawson,
Monsieur Pierre Brodeur, directeur général du regroupement des collèges de Montréal, Madame de Rome, elle va venir sans doute, Mesdames et Messieurs de la diversité sociale, membres du Conseil interculturel de Montréal, distingués invités, je vous adresse à, je m'excuse, j'ai oublié quelqu'un qui vient de s'annoncer et c'est très important, Monsieur Chevrier-Pelletier de le nouveau centre contre la radicalisation. Je vous adresse en mon nom et celui de mes collègues du Conseil interculturel de Montréal mes plus chaleureuses salutations. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour écouter M. Vidard disserter sur un sujet de plus en plus d'actualité en ces derniers temps. J'espère de tout cœur qu'il nous aidera à relativiser les choses, voire à mieux comprendre un phénomène sans doute nouveau pour certains. Je ne peux m'empêcher d'emprunter des mots de Winston Churchill, qui dit, pour dire que malheureusement, ces derniers temps, de plus en plus de personnes pensent que l'islam n'a à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Je ne peux m'empêcher également, aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus de personnes croient dur qu'en fer que les libres penseurs n'ont jamais existé en islam. Je crois qu'il est plus que temps de commencer à remettre les pendules à l'heure. Ce sont ceux qui crient le plus fort qui retiennent l'attention. Alors, de grâce, crions plus fort. Sans plus attendre, je cède la parole à M. Abdou Vidar. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Monsieur Belkacem Armani. Merci beaucoup pour votre présentation, pour votre accueil. Permettez-moi simplement de ne pas crier fort, mais de me contenter d'essayer de me faire entendre et comprendre. Je reviens sur trois choses que vous avez dites et qui nous permettent d'entrer dans le vif du sujet. Lorsque nous allons réfléchir, et comme nous allons réfléchir ensemble aux questions de la fraternité et du vivre ensemble, cela va nous amener, avez-vous dit, à relativiser un certain nombre de problèmes sur lesquels aujourd'hui tous les esprits sont concentrés, par lesquels tous les esprits sont focalisés. Je veux notamment parler de la question de la radicalisation. J'ai été dans les médias québécois ces jours-ci, et je me suis aperçu de quelle façon cette question de la radicalisation semblait occuper les esprits, inquiéter tout le monde, etc. Par rapport à ça, je voudrais préciser le sens du mot relativiser. Relativiser ne veut pas dire considérer que ça n'a pas d'importance. Relativiser, ça ne veut pas dire considérer que la radicalisation, ce n'est pas un vrai problème. Non, relativiser, c'est essayer d'inscrire un phénomène particulier à l'intérieur d'une problématique générale. Et donc, essayer peut-être de comprendre que dans ce type de phénomène, je parle de la radicalisation, il y a un symptôme particulièrement grave, un symptôme dont le règlement est particulièrement urgent, d'une question qui est une question en réalité beaucoup plus globale, au sens où, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit de très nombreuses reprises en France, ces jeunes qui partent se radicaliser sont certes des cas particuliers, avec des histoires particulières, des parcours particuliers, ce sont à chaque fois donc des histoires singulières, et en même temps, ce qui leur arrive, nous arrive aussi, et nous interpelle tous. Et interpelle profondément nos sociétés sur un certain nombre de choses qui dysfonctionnent dans ces sociétés, qui ne dysfonctionnent pas toujours avec le même degré de gravité, mais on s'aperçoit que chez un certain nombre d'individus, peut-être particulièrement fragiles, eh bien, ces dysfonctionnements sociaux, ces dysfonctionnements qui ont des noms, dysfonctionnement de l'intégration, dysfonctionnement du vivre ensemble, dysfonctionnement de la fraternité, etc. Eh bien, chez un certain nombre de psychismes et dans un certain nombre d'histoires particulières, fragiles, je le disais, ça va donner quelque chose de catastrophique. Bon.
Mais nous aurions tort, je crois, de les montrer du doigt, simplement, et nous aurions tort de les montrer d'un doigt accusateur, sans comprendre qu'ils nous disent quelque chose sur l'état de nos sociétés occidentales, et que peut-être ils nous disent, plus largement que cela, quelque chose sur l'état de la civilisation humaine aujourd'hui. Bon. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir, vous disiez que l'expérience offerte par la diversité d'origine, la diversité ethnique, la diversité culturelle, la diversité religieuse, etc., la diversité de convictions offerte par la ville de Montréal est une richesse. En France, nous avons aussi des débats sur la diversité. Il me semble que la très grande difficulté pour les sociétés interculturelles que nous sommes, chez nous on dit plus facilement multiculturel, dit je crois interculturel. J'ai entendu aussi le concept des sociétés ethno-culturellement diversifiées. Ça me paraît un peu compliqué quand même, hein, mais on va faire avec. Je crois que la très grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, je vais le dire d'une formule, c'est de fabriquer à la fois de l'un et du multiple. De fabriquer de l'un et du multiple, c'est-à-dire de ne pas sacrifier la diversité à l'unité, de ne pas sacrifier l'unité à la diversité. C'est une véritable quadrature du cercle, c'est une équation très difficile. On essaie presque de mettre ensemble deux choses qui sont contradictoires. Comment faire pour se rassembler alors même que nous ne nous ressemblons pas? Ou en tout cas que nous n'avons pas conscience que nous nous ressemblons, que nous n'avons pas conscience à quel point peut-être nous partageons un certain nombre de choses en commun, je l'aborderai dans mon intervention, alors même que continuellement nous avons à l'esprit et nous avons sous les yeux le spectacle de nos différences. Donc je crois, si vous voulez, que la difficulté pour nos sociétés est non seulement d'offrir à la diversité tous les espaces de reconnaissance qu'elle mérite légitimement, mais qu'en même temps, eh bien, il s'agit pour nos sociétés de se préoccuper de leur unité. Unité ne veut pas dire uniformité, donc ne veut pas dire sacrifice de la diversité. Vous voyez, et donc c'est très difficile de mener comment se repérer tous ensemble, collectivement, comment se retrouver autour de, j'ai employé un terme banal, de valeurs communes. Pas seulement de valeurs, comment aller ensemble vers un projet de société, comment contribuer ensemble à élaborer un projet de société, comment viser un horizon de société dont on peut dire, si je le dis sur un mode politique, que c'est nécessairement un horizon de plus grande justice pour tous. Donc comment marcher de façon convergente vers cet objectif, chacun apportant à cet objectif ce qu'il est, sa singularité, la singularité de son histoire, la singularité de ses héritages, etc. C'est ça, me semble-t-il, qui est vraiment difficile. Troisième point sur lequel je voudrais revenir, donc vous m'avez déjà mis l'eau à la bouche, ou le pied à l'étrier. Troisième point sur lequel je voudrais revenir, vous avez évoqué le dialogue œcuménique entre les trois religions, dites religions du livre, ou les trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam. Je crois qu'aujourd'hui le défi est beaucoup plus considérable. Je crois qu'aujourd'hui le défi est de trouver une sociabilité partageable, et j'ose même le dire en le développant, une spiritualité partageable. Je ne dis pas une religion, je distingue le spirituel du religieux, une spiritualité partageable entre athées, agnostiques et croyants. Que déjà les croyants arrivent à s'entendre entre eux, Hosanna au plus haut des cieux, c'est sûr. Si déjà les croyants pouvaient développer, cultiver entre eux une relation de tolérance, de compréhension mutuelle, de renoncement solennel à la violence, ce serait extraordinaire, et voilà une de nos tâches urgentes, bien entendu. Si chacun des croyants de telle ou telle religion, pas seulement les religions du livre, pouvait renoncer aux préjugés si souvent ancrés dans une conscience croyante que sa religion est supérieure à celle de l'autre. Combien de fois est-ce que j'ai entendu, moi qui suis de culture musulmane, du côté musulman, cette conviction que on peut être chrétien, on peut être juif, on peut être ceci, on peut être cela, mais l'islam, étant la dernière des religions, est nécessairement la vraie, la meilleure, celle qui offre la récapitulation de ce qui précède, celle qui restaure une
sorte de religion originelle purement abrahamique. À quand allons-nous avoir des éducations dans les différentes cultures religieuses, pas seulement l'islam, des éducations qui disent aux petits enfants, quelle que soit la croyance que je te transmets, ne fais surtout pas l'erreur éthique de penser que tu détiens la vérité et que ta foi est supérieure à celle de l'autre, ou que ta vision du monde est supérieure à celle de l'autre. Vous voyez, il y a là des racines, des racines du mal, véritablement, que nous devons savoir extirper des cœurs, avant même qu'elles s'y incrustent, avant même qu'elles y prolifèrent. Parce que, imaginez un individu qui est tolérant envers autrui. Il est tolérant, mais il est convaincu que sa foi est la meilleure. À un moment ou un autre, il va rencontrer la limite de sa tolérance. Et s'il est véritablement dans un examen de conscience avec lui-même, s'il se regarde dans la glace, il va se dire « il y a un point au-delà duquel je ne sais pas aller. Il y a un point au-delà duquel je ne sais pas fraterniser avec autrui. » Et ce qui m'empêche de fraterniser véritablement avec lui, c'est cette conviction que moi j'ai la vérité, je suis l'héritier de la religion qui est la vraie ou qui est la bonne. Et de la même façon, vous voyez le gouffre aujourd'hui qui sépare. Alors évidemment, ce n'est pas toujours apparent dans l'espace social, et c'est en ce sens-là que ça nous permet de relativiser les problèmes de l'heure, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les problèmes de l'heure ont lieu sur le fond d'écran de quelque chose de beaucoup plus profond, de problèmes beaucoup plus profonds, beaucoup plus lourds, qui se situent au niveau du socle de la civilisation humaine, et qui, au niveau du socle de la civilisation humaine, ouvre un gouffre, ouvre un espace. Je veux parler du gouffre qui est ouvert entre les athées et les croyants, ou entre les athées, les agnostiques et les croyants. Comment est-ce que, dans notre société, vous voyez à quel point aujourd'hui, dans nos sociétés, en ce début du XXIe siècle, la question du sens revient au premier plan. Les gens ont besoin de sens. Et non seulement ils ont besoin de sens, ils ont besoin de réponses. Mais ils ont besoin de se poser ensemble des questions de fond. Des questions qui sont relatives au sens de la vie, qui sont relatives à la place de l'homme dans l'univers, qui sont relatives à la signification que chacun peut donner à son existence. Bon. Et donc il faudrait que nous puissions parler tous ensemble de ces questions-là. Mais lorsque nous voulons parler tous ensemble de ces questions-là, nous nous heurtons très très rapidement à la différence fondamentale de vision du monde entre l'athéisme et la foi. Comment on fait pour surmonter ce gouffre? Est-ce qu'on a déjà commencé à essayer de surmonter ce gouffre? Est-ce qu'on a ouvert des espaces dans lesquels les gens ne se contentent pas simplement d'aller faire un pique-nique ensemble, si vous voulez, mais abordent ensemble ces questions de fond? Vous voyez? Moi je dis souvent, dans ce que j'écris, qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous attend par-delà, c'est mon côté nietzschéen. Vous savez, Nietzsche disait, il a écrit un livre dont le titre était « Par-delà le bien et le mal ». Moi je dis, il y a quelque chose qui nous attend, peut-être pas par-delà le bien et le mal, je ne pense pas qu'on puisse l'espérer, passer par-delà le bien et le mal, c'est-à-dire aller vers une civilisation qui ne soit pas fondée sur des principes éthiques, par-delà religion et athéisme. Par-delà religion et athéisme, c'est-à-dire par-delà des systèmes de pensée qui, depuis des millénaires, ont enfermé la plupart des consciences dans quelque chose de clos qui leur empêche de faire un geste fondamental d'ouverture en direction de l'autre. Voilà, donc si vous voulez l'exigence de dialogue à laquelle vous faisiez référence et à laquelle je souscris totalement, je dirais c'est une exigence, c'est un appel plutôt qu'une exigence. Je ne suis pas en état d'exiger, j'appelle, j'exhorte à quelque chose qui serait un dialogue entre les visions du monde, au-delà même du cercle, à mon sens, trop restreint du dialogue œcuménique entre les monothéismes ou entre les religions. C'est-à-dire de l'esprit d'assise, ce qu'on a appelé l'esprit d'assise, qui avait été initié par Jean-Paul II. L'esprit d'assise, c'est bien, mais je crois qu'aujourd'hui, il nous faut une discussion mondiale d'une bien plus grande ampleur. Alors, voilà, pardon, ça c'est des petits préliminaires. J'ai pas commencé encore, hein, imaginez un peu ce que ça va être. Ce qui m'a été proposé ce soir, je voulais que je parle jusqu'à quelle heure? Parce que moi, si vous appuyez pas sur le bouton fin, une demi-heure de plus. Je voudrais aborder 3 points. À partir de l'intitulé qui m'a été proposé, la fraternité unie, la fraternité, 2 points, unie par la concorde. Je crois que cette phrase, unie par la concorde, fait une référence directe à la devise de la ville de Montréal, hein, Concordia Salus, le salut par la concorde, le salut de la concorde. Je trouve cette devise extrêmement profonde et je voudrais l'expliciter devant vous, si vous le permettez, au sens où elle nous donne déjà un certain nombre d'indications sur les moyens de réaliser un peu plus
de concorde, justement. Qu'est-ce que c'est que la concorde? Je fais référence ici à l'étymologie latine. Voilà. Parce que, hélas, j'ai fait du latin. Ça vient de termes en latin. Il y a le con de départ, C-O-N, qui est en réalité une déformation du cum, qui veut dire avec, et cor au nominatif, cordis au génitif, qui veut dire le cœur. Donc la concorde, c'est avec le cœur. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça nous éclaire, ça nous permet d'élucider deux conditions de la fraternité. Si l'on veut être fraternel les uns avec les autres, on ne peut le faire qu'à partir du cœur, avec le cœur. Et évidemment, le cœur, ici, il s'agit de l'entendre, non pas comme l'organe physique, mais de façon plus symbolique. Est-ce que nous avons encore aujourd'hui l'intelligence des symboles? Est-ce que nous avons encore, est-ce que nous cultivons, est-ce que nous transmettons dans nos éducations aujourd'hui une intelligence symbolique? Si vous demandez à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le cœur? Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien que le jeune ne sache pas répondre, mais voilà typiquement peut-être le genre de discussion qu'il s'agit d'initier entre nous tous. Et si on parlait du cœur? Vous voulez parler de fraternité? La fraternité, c'est peut-être un terme un petit peu abstrait, et si on commençait par parler du cœur? Qu'est-ce que c'est qu'avoir du cœur? Vous voyez, c'est intéressant. Alors, le cœur, symboliquement, dans nos différentes traditions de sens, ou dans nos différentes traditions de sagesse, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, le cœur, c'est l'organe symbolique de deux choses. D'abord, justement, de la fraternité, ou de la générosité, ou de la compassion, c'est-à-dire de tout ce qui nous permet de sortir de la simple considération de notre petit ego, ce qui nous permet de faire le pas de l'égoïsme vers l'altruisme. Donc la culture du cœur, c'est la culture du sens de l'autre, c'est la culture du goût de l'autre. Il y avait un film français qui s'appelait à l'époque Le goût des autres. Comment est-ce qu'on... Mais le goût, il faut l'entendre au sens véritablement physique. Qu'est-ce qui donne le goût des autres? Qu'est-ce qui donne envie d'aller vers l'altérité de l'autre? Qu'est-ce qui fait que... Et comment est-ce qu'on arrive à faire que l'altérité de l'autre ne soit plus perçue comme elle l'est trop souvent dans nos sociétés, c'est-à-dire avec indifférence ou comme une menace? D'abord avec indifférence. Bon, eux, ils sont quoi? Eux, je crois qu'ils sont, ils sont musulmans, ou je crois qu'ils sont sikhs, mais bon, j'ai jamais vraiment parlé avec eux, je sais pas. Allons les voir. Allons voir. Allons prendre le goût de l'autre, plutôt que justement cette indifférence qui fait qu'en réalité, tous les jours de notre vie, on est sur les mêmes trottoirs. On est sur les mêmes trottoirs et on passe, chacun a sa vie, etc. Les conditions de la vie moderne nous conditionnent à ça aussi. Dans les grandes villes, des villes d'anonymat, des villes d'agitation, des villes de stress, où chacun passe son temps à courir. Passer son temps à courir, ça veut dire passer son temps à passer à côté de l'autre, sans le voir, sans prendre le temps de le voir. Bon, mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de la responsabilité de la société. Il y a aussi à un moment donné quelque chose qu'on doit se réapproprier comme responsabilité, que ce soit sur le plan personnel ou collectif. Donc le cœur, c'est l'organe, si vous voulez, c'est un muscle sur le plan symbolique, pas seulement sur le plan physique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'éduque le cœur, c'est quelque chose qui s'éduque le sens de l'autre, le goût de l'autre, la conscience que l'autre n'est, encore une fois, pas à considérer ni comme une menace, vous voyez, ni avec indifférence. Et puis, le cœur, ce n'est pas, dans nos différentes traditions de sens, ce n'est pas que l'organe de la fraternité, c'est aussi l'organe de la sagesse. Lorsque vous lisez des mystiques musulmans, des mystiques soufis, lorsque vous lisez des mystiques chrétiens, si vous lisez par exemple François d'Assise, ou du côté musulman, si vous lisez Ibn Arabi, ils disent la même chose, les grands esprits se rencontrent. Tiens, est-ce qu'on sait aujourd'hui que les grands esprits se rencontrent? Nous qui vivons sous les auspices maudits du prétendu choc des civilisations, c'est-à-dire nous qui nous sommes laissés persuader qu'entre la civilisation de l'islam et la civilisation de l'Occident, il y aurait une incommunicabilité, une incompatibilité de fond essentielle. Si nous lisions nos grands maîtres les uns les autres, et pas sellement des grands maîtres
religieux, et des grands maîtres philosophes aussi. Nous nous rendrions compte que, je ne sais pas si je dois dire tous les chemins mènent à Rome ou tous les chemins mènent à la Mecque, ou tous les chemins mènent à l'ONU, si je voulais dire mais nous nous rendrions compte qu'en réalité, quand un être humain fait un chemin de sagesse, suit un chemin de sagesse, qu'il a consacré sa vie à suivre ce chemin de sagesse, qu'il a consacré sa vie à essayer de faire l'expérience intérieure de quelque chose qui ouvre le cœur, eh bien, on se rend compte qu'à l'arrivée, le résultat est le même. Que vous preniez un sage hindou, prenez, je ne sais pas, les plus connus, Krishnamurti, Sri Aurobindo, les moins connus, Mahanandamai, Sri Ramana Maharshi, par exemple. Prenez un maître soufi, prenez un philosophe comme Emmanuel Lévinas, par exemple. Vous vous rendrez compte qu'il vous parle du cœur comme de l'organe, non seulement de l'altruisme, mais aussi comme l'organe de la sagesse. Comme l'organe de la sagesse. C'est-à-dire que si nous ne savons pas cultiver une certaine sagesse, il me semble, la fraternité restera un espèce d'idéal abstrait, une espèce d'idéal impossible. Voyez ? Et donc, cultiver la fraternité, c'est exigeant, c'est difficile, parce que ça demande, à commencer par nos systèmes éducatifs, parce qu'il y a lieu dans nos systèmes éducatifs, que nous sachions cultiver chez chacun d'entre nous ce muscle symbolique qu'est le cœur, qui est l'organe de la fraternité et de la sagesse. Sinon, vous allez demander à un individu, sois fraternel, vous allez l'exhorter à être fraternel. Vas-y, fraternellement, t'es fraternel. Même avec la meilleure volonté du monde, il va être fraternel une fois, il va essayer, etc. Mais c'est pas quelque chose qui se commande, la fraternité. C'est quelque chose nécessairement qui se cultive. Voilà, ça c'était juste des considérations un peu générales pour commencer. On reste toujours une demi-heure ou on reste moins. C'est donc ça qu'on appelle le temps qui passe. Il faut laisser le temps aussi de vous poser des questions. Oui, bien sûr. Oui. Je me méfie jamais assez du temps qui passe. Je vous dis trois petites choses, trois petites directions dans lesquelles je voulais aller. Toujours à partir d'une question que j'ai commencé à aborder là, c'est comment faire pour arriver à cultiver des relations plus fraternelles. La première est, me semble-t-il, l'importance de se poser ensemble une question déjà, très simple, et c'est souvent les questions les plus simples qui sont les plus difficiles. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est mon frère ou qui est ma sœur? Est-ce que mon frère, c'est celui qui a la même origine que moi? Est-ce que mon frère, c'est celui qui a la même couleur de peau que moi? Est-ce que mon frère, c'est celui qui a le même sang que moi? Est-ce que mon frère, c'est celui qui a la même croyance que moi? Moi, je suis de culture musulmane. Dans la culture musulmane, on appelle frère ou sœur le coreligionnaire. Vous voyez, celui qui a la même religion, celui qui a la même culture religieuse au sens large, qui s'est déposé dans des mœurs, qui s'est déposé dans des représentations, etc., etc. Ça suffit? C'est suffisant? C'est-à-dire, est-ce que dans nos sociétés interculturelles ou multiculturelles, ce qui est exigé de nous, qui n'était pas exigé des générations précédentes, qui fait la nouveauté de la civilisation humaine, c'est que comme nous sommes continuellement ensemble dans les mêmes espaces, avec des êtres qui n'ont ni justement la même couleur, la même appartenance ethnique, la même origine, le même parcours, les mêmes croyances que nous sommes obligés, nous sommes sommés de faire un pas éthique absolument considérable. Et c'est ça, me semble-t-il, qui rend notre tâche aujourd'hui inouïe au sens littéral du terme, c'est-à-dire pas encore entendu. Il y a quelque chose de nouveau qui est exigé de nous là. Vous voyez ? Autrefois, quand les aires de civilisation étaient séparées, on pouvait se contenter de fraterniser avec le frère qui était dans les parages, et il était à peu près comme nous, il avait à peu près la même couleur de peau, etc. Il y avait bien quelques étrangers par-ci par-là, mais pas beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, on est continuellement les uns avec les autres, avec nos différences. Et donc, la question qui est le frère nous oblige à quelque chose qui est, et je crois que ça, nous devons y rendre sensible tout de suite les jeunes générations, par l'éducation, c'est le partage d'humanité. Dans une époque où nous n'arrêtons pas d'insister,
on l'a constaté encore hier, sur nos différences, sur nos identités, sur nos appartenances, sur tout ce qui nous fait dissembler les uns des autres, je crois qu'il est tout à fait urgent que nous nous rappelions qu'au-delà de nos différences, il y a quelque chose qui nous caractérise, qui nous constitue et qui est beaucoup plus essentiel et qui est le partage d'humanité, c'est-à-dire le fait que, eh bien, nous avons en commun le fait d'être humain. Et le fait d'être humain, c'est pas simplement le fait d'avoir une tête, deux ou trois bras, 4 ou 5 jambes, une vingtaine de... etc. Le fait d'être humain, c'est... Il est pas comme moi, il n'a pas la même conviction que moi, il n'a pas la même couleur de peau que moi, mais il a une conscience qui fait qu'il peut penser, qui fait qu'il peut souffrir, qui fait qu'il a envie d'être heureux, qui fait qu'il a envie d'être libre, qui fait qu'il a envie d'être aimé, qui fait qu'il a envie d'être reconnu. Voilà la relativisation dont vous parlez. À côté de ça, on relativise énormément le reste. Et qu'est-ce qu'il y a de différence entre une maman athée et une maman musulmane? Un papa athée, un papa musulman. Bon, rien. Il veut que ses enfants réussissent, il s'inquiète le soir quand il voit que ses enfants ne sont pas rentrés alors qu'ils devraient être rentrés. Il s'inquiète. Quelle différence y a-t-il dans nos sociétés entre un individu qui a telle ou telle identité? Il a envie, comme les autres, de respirer dans la vie sociale, de pouvoir mettre un peu en accord ce qu'il est avec ce qu'il fait, c'est-à-dire de pouvoir vivre un peu en harmonie à la fois avec les autres et avec lui-même. Vous voyez? Et je suis très étonné et aujourd'hui de voir à quel point nous sommes par rapport à cela, je vais employer un terme un peu fort, pardon, suicidaires. C'est-à-dire que nous n'arrêtons pas de façon exclusive et presque obsessionnelle de parler, donc de façon exclusive et obsessionnelle, de ce qui nous différencie. Hier, par exemple, j'ai fait une conférence au Collège d'Orson, il y a eu 2 intervenants qui se sont levés et qui, avant de me poser une question, m'ont dit « Alors voilà, moi, je suis belge d'origine marocaine et maintenant je suis canadien. » Et l'autre m'a dit « Moi, je suis ceci, et je suis cela. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on conditionne. Alors, je ne suis pas contre le fait, c'est pas du tout ça qui me gêne en soi, si vous voulez. Je ne suis pas contre le fait que l'individu présente. C'est important aussi de montrer qu'on a tous des identités qui sont ce qu'on appelle des identités plurielles. Mais vous voyez, je crois qu'on est aussi en intérêt à réfléchir collectivement sur le fait qu'on est conditionné à se présenter toujours par le biais de nos différences et à perdre de vue quelque chose qu'on aurait en commun. Et au-delà donc du partage d'humanité, il me semble, et c'est le deuxième point que je voudrais aborder, que si nous voulons viser la fraternité, il s'agit de trouver ce que j'appelle souvent un humanisme partageable. Qu'est-ce que c'est qu'un humanisme partageable? Pour moi, c'est 2 choses essentiellement. C'est d'abord, parce que l'humanisme, il y a eu des grands humanismes dans toutes les civilisations, l'humanisme, c'est une réflexion, c'est à chaque fois, dans chaque bassin de civilisation, une réflexion sur ce qui fait la grandeur ou la dignité de l'homme. Voilà. Vous, tout à l'heure, vous citiez Mohamed Harkoun. Mohamed Harkoun, un de nos grands islamologues qui a enseigné à la Sorbonne des années 70 aux années 90. Mohamed Harkoun avait écrit un livre sur l'humanisme arabe au Xe siècle, et son dernier livre, publié à Paris, était Humanisme et Islam. Bon, il y a un humanisme musulman, quoi qu'en pensent ceux qui, justement, répandent le préjugé que l'islam serait le couteau entre les dents par essence. Bon. Toujours est-il que nous avons intérêt à récupérer, à retrouver nos héritages humanistes, c'est-à-dire à nous reposer collectivement la question de ce qui fait la grandeur ou la dignité de l'être humain. Et à mettre en œuvre cette grandeur ou cette dignité de l'être humain. En l'occurrence, par 2 choses. D'abord, la possibilité de conduire ensemble un questionnement de sens. Nous devons nous interroger, comme je le disais au départ, sur un certain nombre de questions fondamentales qui sont relatives à notre vie humaine et qui peuvent lui donner son sens. Sans nous imposer les uns aux autres tel sens de la vie. En nous laissant libres. Nous devons réussir à être libres ensemble dans notre questionnement de sens. Nous devons réussir à nous constituer les uns et les autres comme ce que l'universitaire américain Matthew Lipman appelait des communautés de recherche. Des communautés de recherche sur le sens de la vie. Des communautés de recherche sur le sens que nous pouvons donner à notre existence. Et toi, ta vie, qu'est-ce que tu veux en faire? Et pour t'aider à discerner le sens que tu veux te donner à ta vie, eh ben moi je vais témoigner du sens que je veux donner à ma vie. Et tu vas me dire ce que tu en penses.
voyez ? Si nous, les êtres humains, dans nos sociétés interculturelles, nous laissons passer la chance de conduire ensemble ces questionnements de sens, on arrivera à avoir une espèce de demi-fraternité, si vous voulez. Mais si on veut une fraternité à la hauteur de notre humanité, il faut une fraternité qui soit constituée à partir de ce que nous partageons, nous les êtres humains, de plus essentiel, c'est-à-dire un grand questionnement de sens. Et de la même façon, deuxième chose, un humanisme partageable, c'est un humanisme de valeurs communes. Nous devons réussir coûte que coûte. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. On est dans des sociétés, là je parle par exemple des sociétés occidentales, des sociétés d'accueil qui accueillent une grande immigration. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre les immigrés, on va les remettre dans des avions, dans des bateaux ? Ben non. Maintenant, on s'en sortira ensemble ou on s'en sortira pas. C'est aussi simple que ça. On fera société ensemble ou on n'y arrivera pas. On ne peut pas revenir en arrière. Et même, ça serait insensé, absurde de vouloir revenir en arrière. Donc il faut trouver des valeurs communes. Alors comment on fait pour trouver des valeurs communes ? C'est une question que j'ai abordée, entre autres, dans ce bouquin, qui va sortir à la fin du mois à Paris, là, chez Albin Michel, que j'ai appelé « Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui ?» Tout simplement. C'est-à-dire que moi, en fait, en tant que philosophe, je fais un truc très simple, je mets les pieds dans le plat. Je mets les pieds dans le plat, c'est-à-dire, plutôt d'aller chercher des questions abstraites, vous voyez, des espèces de questions qui intéressent personne, je me dis, à quoi est-ce que je peux me rendre utile en tant que philosophe ? À quoi je peux apporter ma contribution ? À poser les questions fondamentales que tout le monde se pose aujourd'hui. Et en l'occurrence, comment faire pour trouver des valeurs partageables ? Bon. Eh bien, entre autres, je vous donne un exemple de valeurs communes. Il y a, parmi ces valeurs communes, ce qu'on appelle la règle d'or humaniste. La règle d'or humaniste, qu'on trouve sous des formes diverses dans toutes les traditions du monde, et là je cite tout le monde. C'est-à-dire, dans ce livre, je ne me contente pas, comme le font souvent les traités de morale occidentaux, de citer uniquement Montaigne, dans l'ordre, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, Montaigne, jusqu'à Kant et jusqu'à Sartre. Je cite Krishnamurti, je cite Chuang Tzu, je cite le Dalai Lama, etc., etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut comme ça des rencontres au sommet, comme je le disais au départ, sur les valeurs. Et en l'occurrence, la règle d'or humaniste que vous trouvez exprimée partout, c'est ne fais pas à autrui le mal que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, et fais à autrui le bien que tu aimerais qu'il te fasse. On peut mettre au défi n'importe quel porteur de haine aujourd'hui, n'importe quel porteur de haine, on peut le mettre au défi de nous trouver une grande civilisation du monde, une grande culture du monde, dans laquelle ce commandement éthique, c'est vraiment le commandement du cœur, ne soit pas présent. Vous voyez, là, il y a des arguments pour combattre la haine, parce que la haine repose toujours sur l'ignorance de soi et sur l'ignorance de l'autre. Et elle joue sur l'ignorance, et c'est comme ça qu'elle déclenche la peur. C'est-à-dire que si vous dites aujourd'hui dans nos sociétés, les musulmans sont intolérants, vous ne pouvez réussir en tant que porteur de haine que si vous vous adressez à des gens qui ignorent ce qu'il y a véritablement dans la tradition de l'autre. Et vous réussirez d'autant plus que l'autre, parfois, ignore lui-même les richesses qu'il a dans sa propre tradition et ne peut pas se défendre. Vous voyez ? Et cette règle d'or est présente. Moi, par exemple, il y a un verset du Coran que je cite toujours. C'est le verset qui dit « Rends le mal par le bien ». Alors là, tiens, je fais le lien entre les valeurs et les questionnements. Grande question universelle, grande question de sens. Est-ce que moi, l'être humain, j'ai le droit de me venger ? On m'a fait du mal. Est-ce que j'ai le droit de rendre le mal par le mal ? Est-ce que j'ai le droit de mettre en œuvre ce qu'on appelle la loi du talion ? Œil pour œil, dent pour dent. Le Coran dit, attention, en réalité, vous voyez, il y a le sous-texte, rends le mal par le bien. Le sous-texte, c'est, tu pourrais rendre le mal par le mal, mais je te conseille de rendre le mal par le bien. Réfléchis à la conséquence. Si tu rends le mal par le mal, tu vas déclencher le cycle, le cycle maudit, tu vas déclencher le cercle vicieux du mal qui rend le mal et qui attire le mal et qui, etc., etc. Tu vas mettre le doigt dans l'engrenage, tu vas mettre le doigt dans la prise. Fais attention à ce piège de rendre le mal par le mal. Voyez, mais là, sur ces questions, je crois que nous devons constituer des communautés de recherche. C'est-à-dire discuter de ces questions ensemble. Et le Coran dit, le bénéfice, c'est la suite du verset, rends le mal par le bien, et celui qui était ton pire ennemi deviendra ton meilleur allié. C'est génial. Pas besoin de croire en Dieu, de croire en Allah, de croire en Shiva ou en Vishnu pour
discuter de ce type de sagesse. Vous voyez ? Et pour que chacun se pose la question de son positionnement personnel par rapport à cette sagesse. C'est-à-dire s'approprie cette sagesse dans le sens d'une histoire, d'un héritage, d'une résonance avec quelque chose qu'il a dans sa propre culture familiale, etc. Bon, dernier point, et après j'arrête. Il me semble qu'une façon également de s'unir, c'est de s'unir et de fraterniser, c'est de prendre conscience aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la thèse que je développe que j'ai développée dans le livre d'avant, que j'ai appelé les tisserands, c'est-à-dire ceux qui tissent du lien, qui créent ou qui recréent du lien. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes convoqués devant, là encore, un fond d'écran, si vous voulez, de nos problèmes de l'heure. Nous sommes convoqués devant une grande responsabilité collective qui est de recréer tous nos liens nourriciers. Non seulement avec la fraternité et le lien à l'autre, mais également deux autres grands liens nourriciers que la modernité a sectionnés véritablement. Et à cause de cette rupture des liens, nous tous les êtres humains, nous vivons dans nos sociétés avec un sentiment d'être étouffés. C'est le lien à soi et le lien à la nature et à l'univers. Nous vivons, pour moi, une mère de toutes les crises, que j'appelle la mère de toutes les crises, qui doit être la mère de toutes les batailles. Et la mère de toutes les crises, c'est la rupture des liens, la déliaison du monde, le grand tissu déchiré du monde. Et la mère de toutes les batailles, c'est la question que chacun d'entre nous peut être amené à se poser personnellement et avec ceux qui peuvent agir avec lui autour de lui, c'est comment réparer le lien. Comment est-ce que sur le grand tissu du monde, moi le petit tisserand ou la petite tisserande, je peux contribuer à réparer un peu le lien déchiré? Comment est-ce que je peux retrouver le lien à moi-même, c'est-à-dire et permettre à l'autre qu'il retrouve le lien à lui-même? Le lien à lui-même, ou le lien à soi-même, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais vivre un accord, ou vivre en accord avec soi-même, c'est-à-dire mettre en harmonie ce que je suis avec ce que je fais. Est-ce que c'est donné à tout le monde aujourd'hui dans nos sociétés? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression qu'on a des vies sociales, des métiers, des engagements, des investissements dans lesquels on arrive à exprimer notre moi profond? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans des sociétés qui sont déjà suffisamment civilisées pour offrir à chaque enfant et ensuite pour offrir à chaque adulte les moyens nécessaires pour se rencontrer lui-même? Je pense que ça reste un grand objet de conquête. Un grand objet de conquête. Vous voyez ? Le lien à l'autre, on en a parlé, et le lien à la nature, crise écologique. Qu'est-ce que c'est la crise écologique? C'est la crise avec cette mère nature qui nous a toujours inspirés, qui n'est pas simplement une chose qu'on doit protéger, vous voyez, hein, comme on époussette un meuble, qu'on fasse gaffe qu'il ne prenne pas l'humidité. C'est plus que ça la nature. Le lien à la nature, c'est plus que protéger la nature, même si c'est pour les générations futures. C'est très bien de penser aux générations futures. Ça, c'était l'éthique de Hans Jonas. Mais le lien à la nature, c'est le lien d'inspiration de la vie humaine par la nature. Moi, dans ma culture musulmane, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est l'exhortation du Coran qui répète « Ô vous les hommes qui êtes doués d'intelligence, regardez la nature. Regardez comment le jour sort de la nuit et comment la nuit sort du jour. Regardez les cieux, regardez les montagnes, regardez les rivières. » On a besoin, nous les êtres humains, je reviens à la question, je m'arrête là-dessus, la question de la méditation sur soi, méditer sur soi, revenir à soi, dans le lien à soi, justement. C'est pas quelque chose qui oblige à fermer tout le temps les yeux. Dans la méditation sur soi, c'est-à-dire sur le sens qu'on peut donner à sa vie, on peut réfléchir à partir du spectacle de la nature. Et, chacun d'entre nous a l'expérience d'un moment de révélation sur soi dans la nature. Et quand par exemple, vous vivez ce qu'on appelle le sentiment océanique, vous êtes dans la nature et tout d'un coup, c'est une évidence. Votre petite existence, votre petit moi, ne se limite pas à cette chose mortelle, mais il y a quelque chose qui vous traverse. Il y a quelque chose qui vous emporte. Et tout d'un coup, vous pensez à la mort, vous continuez d'en avoir un petit peu peur, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous donne confiance. Pas forcément qui vous donne confiance dans un paradis, ou dans un au-delà, ou dans une réincarnation, qui vous donne confiance dans le fait que, comme l'aurait dit Bergson, peut-être qu'il y a un élan vital, peut-être qu'il y a une énergie spirituelle qui nous traverse
et qui fait qu'on peut aller même vers la mort, vers laquelle de toute façon on ira, pas forcément avec terreur, pas forcément avec angoisse, mais aussi avec une espérance, aussi avec une confiance. Vous voyez ? Et je suis spécialiste d'un penseur musulman qui s'appelle Mohamed Iqbal, qui disait, quand tu médites comme ça sur ta vie et sur ta mort, et que tu prends l'inspiration de la puissance créatrice de la nature, il dit, tu pétris ton noyau d'immortalité. Beau comme phrase. Tu pétris ton noyau d'immortalité. Et quand ce noyau d'immortalité est suffisamment lumineux et solide, il y a quelque chose de lui qui traverse le mur de la mort. Alors c'est peut-être une croyance, c'est peut-être quelque chose qu'on se dit pour se rassurer, mais il n'empêche, vous voyez qu'on est quand même dans des sociétés dans lesquelles cela mériterait que nous en rediscutions ensemble. Voilà. Je m'arrête. Merci. Vous avez appelé dans votre intervention donc à aller par-delà des religions. Vous avez dit qu'on ne peut pas aller par-delà le mal et le bien, mais on peut espérer aller par-delà les religions. Mais vous n'avez pas répondu, est-ce que c'est faisable? Si c'est oui, est-ce que ce que vous avez appelé les communautés de recherche serait la première démarche de cette vision-là? Ça, une. Et l'autre question, c'est par rapport à l'actualité, donc par rapport à ce qui nous parvient de la France, ce malaise et cet inconfort des différentes communautés donc, qui composent la société française et particulièrement musulmane. On sait bien que la devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Alors, puisque le thème de cette conférence c'est la fraternité par la concordance, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est de la fraternité française? Et vous avez dit à plusieurs reprises, je suis de culture musulmane. Vous n'avez jamais dit, je suis musulman. Justement, est-ce que l'islam, aujourd'hui, tel qu'on le perçoit, n'a pas été réduit à la religion, au dogme? L'islam, c'est beaucoup plus qu'une religion, c'est une culture, c'est une civilisation. Qu'en pensez-vous? Je faisais beaucoup de liens entre le sens de vos propos puis une thérapie cognitivo-comportementale humaine, si on veut. C'est la psychologie. Et je voulais juste savoir, en fait, parce que bon, je voyais beaucoup aussi dans l'idée d'en faire un rapport à soi, c'est le principe du respect envers soi-même, mais aussi de s'affranchir de ses propres barrières pour surmonter les obstacles qu'on peut pas surmonter avec nos simples apprentissages. Donc, ça aurait l'air de quoi, ce genre de... Parce que, en fait, c'est beaucoup des principes que je vois dans votre réflexion. Ça aurait l'air de quoi une thérapie mondiale, peut-être pas mondiale, mais mettons à une échelle plus grande, sociale. Quel genre d'outils? Puis aussi, on n'entend pas beaucoup les psychologues ou les psychiatres se prononcer sur le vivre ensemble, alors qu'ils ont une conception différente de l'humain, comment ils peuvent réfléchir dans ces enjeux-là. Je fais dans l'ordre. Donc par-delà, donc la question par-delà les religions, quand je dis par-delà les religions, je ne parle pas d'un abandon de la religion. Je constate simplement qu'aujourd'hui, il y a une crise des grands systèmes religieux, c'est-à-dire de la religion comme système, avec à l'intérieur de cette crise deux symptômes. Le symptôme de deux expressions de cette crise. D'un côté, l'effort énorme d'un certain nombre d'individus pour maintenir le système en place. Ce que Mohamed Harkoun appelait le refuge dans la religion matricielle, avec le fantasme d'un retour à l'origine de la pureté de cette tradition, ce qui a donné du côté musulman le salafisme, avec le mythe des salafs, c'est-à-dire des pieux ancêtres, ce que Mohamed Harkoun appelait la mytho-histoire de l'islam. Bon. Et puis il y a d'un autre côté, au sein de cette crise du religieux, un autre symptôme qui ébranle aussi, qui montre à quel point les systèmes sont ébranlés, c'est moi ce que j'ai appelé à un moment donné le self-islam, c'est-à-dire l'effort fait par un certain nombre de consciences pour s'émanciper du système et pour trouver
par elle-même, je parle de ces consciences, un rapport personnel à la foi, à la culture, au spirituel, à la tradition, etc., etc. Un effort donc d'arrachement dans lequel l'individu se retrouve dans cette situation paradoxale d'une, ce qu'on appelle souvent une fidélité infidèle. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en même temps, il revendique de conserver quelque chose de son héritage, et en même temps, il sait, il voit qu'il est en train de métamorphoser son héritage dans des situations de vie complètement nouvelles qui font que s'il est chrétien, il n'est pas le chrétien du début du 19e siècle, s'il est juif, il n'est pas le juif du début du 19e siècle, s'il est musulman, il n'est pas le musulman. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que je disais qu'il y a quelque chose qui se cherche par-delà religion et athéisme, c'est-à-dire par-delà des grands systèmes de sens qui sont ébranlés en tant que système, dans une période qui ébranle tous les systèmes, qui fait s'écroula un certain nombre de pyramides, je dirais. Bon. Ça c'est le philosophe français Michel Serres qui dit « les pyramides viennent juste de s'écrouler ». Peu importe. Ensuite, le malaise français, la question du malaise français. Alors là, je vous rassure, quand les Français vont mal, c'est qu'ils vont bien. Ça, c'est une sorte de vérité générale, c'est-à-dire que nous, Français, quand c'est la bagarre générale et que c'est le village d'Astérix où tout le monde s'engueule et se divise, c'est qu'on est en pleine forme. Je le dis à moitié en plaisantant parce que, d'une certaine façon, aujourd'hui, à cause de l'islam, ou grâce à l'islam, on a, nous, Français, une nouvelle occasion de se diviser et de régler un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes de rendez-vous avec notre identité, de rendez-vous avec notre culture, de rendez-vous avec nos valeurs, voyez, qui est une manière française, c'est-à-dire une mauvaise manière. On ne sait pas faire autrement. On ne sait pas faire autrement que de faire ça dans la polémique, que de faire ça dans la division, que de faire ça dans la tension, etc., etc. Et donc moi je dis, mais arrêtez, vous vous énervez au sujet de l'islam, comme si l'islam nous mettait dans une situation nouvelle, mais en fait vous devriez vous rendre compte, je dis ça à mes compatriotes ou concitoyens, qu'en réalité on fait au sujet de l'islam aujourd'hui ce qu'on a toujours su faire de mieux, nous les Français, c'est-à-dire se disputer, tout simplement. Donc je dis aux musulmans, bienvenue au club, ou plutôt bienvenue en France, hein, parce que voilà, non là je minimise un peu bien entendu, en réalité, me semble-t-il, la difficulté et l'inconfort que vous évoquez, est dû au fait qu'on a une devise très, 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 très exigeante. On a placé la barre très, très haut. Liberté, égalité, fraternité. Waouh, c'est quasiment le paradis terrestre, si vous voulez. Vous voyez, hein, c'est la version laïque du paradis de la Genèse ou du paradis du Coran. Bon, liberté, égalité, fraternité. On est, de toute évidence, dans un moment de crise historique, à l'échelle française, où on n'est pas à la hauteur. Tout simplement. On n'est pas à la hauteur de notre devise. Ça ne veut pas dire qu'il faut la jeter par la fenêtre, ça ne veut pas dire qu'on est nul, ça veut dire qu'on est confronté à des défis qui font que pour l'instant, on n'arrive pas à être à la hauteur de notre devise. Et moi, ce que j'essaie de faire, ma petite contribution de philosophe, c'est de dire un truc dans cette question, à l'intérieur de ce questionnement général, comment être à nouveau à la hauteur de notre devise, c'est « et si on mettait la fraternité en premier ?» C'est-à-dire, quand on dit liberté, égalité, fraternité, on a ce troisième terme de la devise républicaine française, qu'on a toujours laissé au fond de la devise en disant on verra plus tard. Voyez, et quand vous regardez l'histoire française, pas seulement française, l'histoire de toutes les sociétés dans lesquelles il y a eu des luttes d'émancipation socio-politique, la conquête de droits politiques, la conquête de droits sociaux, c'était des conquêtes de la liberté, c'était des conquêtes de l'égalité, mais très rarement des conquêtes de la fraternité. Comme si, d'une certaine façon, on avait ajourné, c'est-à-dire remis à plus tard, l'effort décisif. Et l'effort décisif au sens où il y aurait un effet rétrospectif de la culture de la fraternité, c'est-à-dire que si nous avons des sociétés dans lesquelles la liberté et l'égalité sont si fragiles, c'est peut-être parce que nous n'avons pas commencé par cultiver la fraternité. Peut-être que nous avons mis la charrue avant les bœufs, si vous voulez. Hein, voilà. Je l'ai développé ça dans mon petit livre Plaidoyer pour la fraternité, que j'avais écrit après les attentats de Charlie et qui a été beaucoup lu, qui était les maîtres et les maîtresses et les profs l'ont utilisé dans les écoles, beaucoup. Ensuite, je cite du verset des Corans des versets du Coran et je dis je suis de culture musulmane. Vous savez, je suis philosophe. Le philosophe entretient avec la foi un rapport qui est toujours un rapport compliqué, hein, un rapport de je t'aime moi non plus. Si quelqu'un, je vais vous dire comment ça marche. Si quelqu'un me dit t'es croyant, je lui dis non. Si quelqu'un me dit t'es pas croyant, je lui dis si. Voilà, ça c'est le philosophe. Bon. Ensuite, par rapport au groupe de parole, non, par rapport à la question que vous me posiez, c'est-à-dire là en tant que psychologue, si
Je ne suis pas psychologue. Vous n'êtes pas psychologue. Ah bon, bah, ça dit beaucoup. Bon. Je crois que nous avons intérêt, comme je l'ai évoqué dans l'intervention, mais peut-être de façon plus explicite cette fois-ci, à constituer beaucoup de groupes de parole. Voilà. Je vais vous donner un exemple, vraiment un exemple parmi d'autres. J'ai créé l'année dernière à Paris, avec une psychothérapeute, qui est en relais psychologique, qui s'appelle Inès Weber, un centre de culture spirituelle, que j'ai appelé, et qu'on a appelé le Sésame. Avec un principe simple, mais vous voyez, ça fait partie de ces évidences auxquelles pourtant on ne pense pas. Centre de culture spirituelle, c'est-à-dire qu'on se rassemble tous ensemble, athées, agnostiques, croyants de toutes obédiences, de toute confession, et on lit ensemble nos grands textes. Tous nos grands textes de sagesse, d'Orient, d'Occident, qu'ils soient religieux ou philosophiques, que ce soit des sagesses sacrées ou des sagesses profanes. Et on les discute ensemble. Et donc, effectivement, vous avez raison, il y a là une forme de thérapie collective, hein, c'est pas les alcooliques anonymes, mais presque, parce qu'on boit beaucoup avant. Non, je plaisante. Mais, vous voyez, il y a pourquoi je dis thérapie collective? Parce que si vous voyiez à quel point ça fait du bien aux gens de pouvoir libérer leurs paroles sur des sujets sur lesquels ils ne trouvent pas habituellement d'interlocuteurs, ou alors dans les frontières d'une communauté, dans les frontières d'une culture, etc. Ouvrir des espaces dans lesquels on peut parler ensemble, et pas parler ensemble simplement de foot, de hockey sur glace, de rugby et des élections politiques, mais parler de questions de fond, c'est-à-dire être à la hauteur de ce qui émerge dans notre société en ce début du XXIe siècle, de notre civilisation, en ce début du XXIe siècle, c'est-à-dire une énorme quête de sens. Une énorme, moi je le dis comme ça, une énorme soif spirituelle, eh bien, si on arrive à trouver des lieux, des oasis dans le désert, les gens boivent. Vous voyez ? Avec en plus ce sentiment qu'ils ne vont pas être jugés. Il n'est pas croyant, il ne va pas être jugé par les croyants, parce que de toute façon, il y en a d'autres qui ne sont pas croyants. Et inversement, chacun arrive avec ce qu'il est et repart avec ce qu'il est. C'est-à-dire que nous, la première chose qu'on a dit, c'est qu'on n'est pas une voie spirituelle, on n'est pas une école spirituelle, on est simplement un lieu dans lequel on va, on l'a dit comme ça, explorer, partager, réinventer une vie spirituelle pour notre temps. Voilà, donc peut-être on peut imaginer partout où on est, chacun où on est, là où il est, des initiatives comme ça. Je fais partie d'une association qui reproduit votre démarche, qui est le tisserand de la fraternité, qui est basé à Paris. Moi, de Montréal, j'ai rejoint cette association sur invitation. Ma question, disons que quelles sont les raisons qui ont fait que les mouvements humanistes n'ont pas réussi à joindre beaucoup plus de monde que les mouvements qui sont plus, disons, séparatistes ou bien qui plus culturels. On a les musulmans à part, les chrétiens à part, les juifs à part, alors que la culture humaniste qui a débuté en France et qui a donné naissance à la laïcité, je pense, est de moins en moins connue et de moins en moins répandue. On a légiféré sur l'égalité, puis on a légiféré sur la liberté, mais on n'a jamais légiféré sur la fraternité. Je me posais la question, est-ce que ce n'est pas un concept judéo-chrétien, musulman aussi? Ça, c'est une première des affaires. Je suis en train de lire la présentation qui a été faite de vous, et je vois que bravo, là, vous avez été nommé par le président de la République française à faire partie de l'Observatoire national de la laïcité. Et vous avez dépolitisé le débat, je trouve ça génial. Moi aussi, je suis de culture musulmane, et je suis aussi laïque. Puis, pourquoi vous avez dépolitisé le débat, vu que nous sommes en train de vivre une situation politique? Nous ne sommes pas, à mon avis, vous me direz ce que vous pensez de ça, nous ne sommes pas, à mon avis, dans une crise de spiritualité ou de religion, nous sommes dans une situation de crise politique. Les deux modèles, français et québécois, ne sont pas pareils, du point de vue politique, vous le savez très bien, donc vous me direz ce que vous pensez de ça. Puis ce que je trouve déplorable dans la plupart des comités et des commissions, y compris au Québec, c'est qu'on ne parle pas de nous autres beaucoup. Je suis de culture musulmane. Je peux vous dire quelque chose, c'est que les médias ne font pas ce qu'il faut pour parler des islams et non pas l'islam. Parce que vous avez mis dans un réceptacle tout ce que nous pouvons parler, nous pouvons imaginer de l'islam, et nous ne pouvons pas parler comme ça, parce que vous savez très bien, je sais que vous êtes spécialiste là-dessus, que nous avons un islam chiite,
nous avons un islam sunnite. Dans le chiite, nous avons plusieurs écoles, plusieurs idéologies. Et dans l'école sunnite, nous avons aussi plusieurs idéologies. Et je ne parle pas de ceux que nous connaissons, mais il y a d'autres idéologies que nous ne connaissons pas. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce qu'il est possible de passer ce message dans votre comité? Parce que ce que vous avez fait de super, c'est que vous avez parlé, je ne sais pas si c'est vous, on parle d'une certaine pédagogie de la laïcité. Je vous prie de bien vouloir parler maintenant de pédagogie des islams. Mon nom est Rafik Bentabel, j'ai été porte-parole de l'association de Maisonneuve des étudiants pendant la crise du djihad l'année dernière. Donc, qu'est-ce que vous me parlez de fraternité? Moi, ça me touche profondément. Par contre, j'aimerais vous entendre sur une des conditions de la fraternité, l'égalité. Est-ce que vous pensez, je vais vous donner des petites statistiques, le taux de chômage pour la communauté maghrébine à Montréal est de 27%. La reconnaissance des diplômes n'est pas chose gagnée au Québec pour les personnes qui ont été éduquées à travers le monde et pas dans un pays occidental. Est-ce que vous pensez que l'égalité précède la fraternité? Donc, monsieur, vous signaliez que vous apparteniez au tisserand de fraternité. Quand j'ai écrit les tisserands l'année dernière, et quand j'ai écrit aussi le plaidoyer pour la fraternité, j'ai observé que par rapport à mes livres précédents, les lecteurs venaient vers moi différemment. Je publie depuis le début des années 2000, et à chaque fois les gens me disaient « ouais, ça m'intéresse beaucoup ce que vous écrivez », enfin d'autres me critiquaient et me disaient « c'est n'importe quoi », c'est normal ça, mais ils me disaient « ça nous fait réfléchir ». Alors que là, avec le plaidoyer et les tisserands, les gens me disent « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est à la suite de ça qu'il y a des groupes comme les tisserands de fraternité qui se sont créés. Bon, ça c'est le premier point. Pourquoi est-ce que les mouvements humanistes ne sont pas beaucoup plus étendus, etc. Vous savez, je vais vous faire là encore une réponse de fond, ça ne veut pas dire la réponse des réponses, mais une réponse qui montre l'ampleur ou la difficulté du problème. Nous tous, humains, nous sortons d'un XXe siècle catastrophique et nous n'arrivons pas à commencer le XXIe siècle. C'est-à-dire que toutes les grandes doctrines humanistes ont été massacrées par le XXe siècle. Elles ont été massacrées par le XXe siècle, c'est-à-dire que les horreurs du XXe siècle, qui ont assassiné l'homme dans des grandes largeurs, je pourrais remonter aussi au XIXe siècle, je fais référence non seulement à la Shoah, non seulement aux différents génocides, jusqu'à récemment le génocide rwandais, mais en commençant par peut-être le génocide des Arméniens, etc. Les deux guerres mondiales, qui ont été absolument effroyables, la colonisation par l'Occident, c'est-à-dire la réduction dans un état d'infériorité de tout un ensemble de populations du monde, ont apporté de tels démentis aux idéaux humanistes que pour l'instant, en tant qu'être humain, nous n'arrivons pas à nous en remettre. Nous n'arrivons pas à faire repartir l'histoire dans un sens humaniste, parce que, me semble-t-il, eh bien, toutes les matrices humanistes qui, jusque-là, je dirais, permettaient à cet idéal de vivre, ont été brisées. Voilà. Et donc, on a vraiment un rendez-vous aujourd'hui qui est le rendez-vous de la réinvention d'un humanisme pour le XXIe siècle, qui tienne compte de l'expérience du passé. Comment se fait-il qu'avec d'aussi beaux idéaux humanistes présents dans autant de civilisations, on en soit arrivé à un siècle qui a pu accoucher d'une telle monstruosité? Vous voyez, donc, voilà, c'est pour donner une idée de la difficulté de cette question. Ensuite, la question de légiférer. La question de légiférer sur la fraternité. On ne peut pas légiférer sur la fraternité, comme on légifère sur la liberté et l'égalité. Il ne peut pas y avoir une loi qui oblige à se montrer fraternel. Et ça montre, à mon sens, et là je ne suis pas d'accord avec vous, que notre crise n'est pas politique. C'est-à-dire que le travail du politique, c'est de légiférer. Mais à partir du moment où on ne peut pas légiférer, c'est-à-dire à partir du moment où pour cultiver la fraternité, il y a un travail qui n'est pas un travail de la loi, mais qui est un travail du cœur, et qui est un travail de l'éducation, et qui est un travail qui vise à développer le cœur, à développer l'éthique, soit on dit c'est pas politique, soit on dit que le champ du politique aujourd'hui, et ça c'est ma thèse, doit s'élargir jusqu'à l'éthique, jusqu'à l'existentiel et jusqu'au spirituel. C'est pour ça que je dis dans mon livre Les Tisserands que ce livre c'est un traité de politique spirituelle et de spiritualité politique. Parce que je crois que le périmètre du politique tel qu'il a été défini au XIXe et au XXe siècle est un périmètre obsolète. Et qu'aujourd'hui, si nous n'ouvrons pas le champ, nous n'arrivons pas à faire entrer dans le champ
dans le périmètre politique du 19e et du 20e siècle le concept de fraternité. Il ne rentre pas dedans, parce qu'on ne légifère pas. On ne peut pas faire pour la fraternité la même politique que celle qu'on a conduite pendant 2 siècles. Donc on doit réinventer la politique. Vous voyez ? Ça veut dire que nous, citoyens, qui nouons un contrat de confiance avec nos élus, on doit leur demander aujourd'hui autre chose que ce qu'ils ont toujours fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas content de ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas content, parce qu'en réalité on attend, sans savoir quoi, autre chose que ce qu'on leur a toujours demandé. Il y a quelque chose qui est en train de travailler dans notre inconscient là, citoyen, bref. Ensuite, la question de la laïcité. Alors, en France, la laïcité, c'est une espèce de vache sacrée, hein, comme les vaches sacrées pour les hindous. Moi, j'ai été nommé en 2013 par François Hollande une des 10 personnalités qualifiées pour appartenir à cet observatoire national de la laïcité qui était présidé par un ancien mitterrandiste qui s'appelle Jean-Louis Bianco. Bon. Ce que je constate aujourd'hui en France, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que vous avez dit que j'ai essayé de dépolitiser le débat, mais c'est que, et on revient à la question tout à l'heure, autour de la laïcité en France, on n'arrive plus qu'à se disputer. Et à partir de là, nous, Français, on est placés devant une alternative. Soit on abandonne le concept en disant, voilà, il ne sert plus à rien, il est bon, etc. Alors le problème, c'est qu'il faut se demander si on a un plan B. C'est-à-dire si on a une solution de rechange pour faire vivre ensemble, dans la même garantie de l'égalité de droits et de devoirs, comme le disait Aragon, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Vous voyez, donc là, sur la question de la laïcité, moi ce que je dis simplement, c'est que il y a un concept, un principe politique dont on doit absolument trouver un usage rassembleur. Pour moi, c'est le critère de sa validité et de sa légitimité. C'est-à-dire que tout usage politique du concept de laïcité qui produit de la division, qui joue les uns contre les autres, c'est un usage illégitime du principe de laïcité. Voilà. Et c'est pour ça que mon métier, c'est l'éducation. Je suis haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale. Mon métier, c'est d'avoir construit une pédagogie de la laïcité. En France, je suis connu dans l'institution scolaire, dans la France entière, pour être celui qui a élaboré une pédagogie de la laïcité. Dire laïcité, c'est pas quelque chose qu'il faut faire réciter aux enfants comme si c'était les tables de la loi. C'est quelque chose qui doit servir et être au bénéfice du vivre ensemble, au bénéfice de l'harmonie, de ce qu'on appelle aujourd'hui la concorde. Voilà, donc il faut inventer du discours. Inventer du discours, c'est-à-dire faire comprendre aux enfants à quelles conditions on peut encore avoir besoin de ce principe. Voilà. Et en France, là encore, on n'y arrive pas. Actuellement, on n'y arrive pas. Ah oui, monsieur, la dernière question. Tout à l'heure, j'ai dit, on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire on a fabriqué de l'égalité et de la liberté avant de fabriquer de la fraternité. Et vous me dites, bah oui, mais n'empêche que si on parle de la fraternité mais qu'il n'y a pas d'égalité, la fraternité, ça devient un mensonge. Ça devient une hypocrisie. C'est-à-dire, si moi je suis victime de stigmatisation, de discrimination à cause de mon origine et que quelqu'un vient me dire « Ah, nous vivons dans une société où il faut aller vers la fraternité », j'ai qu'une envie, c'est de lui dire « Arrête de te foutre de ma figure ». Parce que tu es en train de me parler quelque chose, alors que la première condition, moi je ne t'en demande pas autant. Moi la première condition, c'est simplement d'avoir une égalité de droit. C'est ça le sens de ce que vous disiez. Je suis d'accord, mais je ne pense pas qu'il faille nécessairement faire l'un avant l'autre. Je pense que les deux sont nécessaires ensemble. Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous pouvez compter sur des gens qui essaient d'instituer un peu plus d'égalité et de liberté si ces gens-là n'ont pas une culture de la fraternité? C'est-à-dire que, j'explicite, en quel sens est-ce que je peux me soucier de la liberté de l'autre ou de l'égalité de l'autre si je n'ai pas cultivé une éthique de la fraternité? C'est-à-dire que si je n'ai pas cultivé une éthique de la fraternité, je suis un individualiste. C'est-à-dire que je vais m'occuper de ma liberté. Je vais m'occuper de mes droits. Je vais m'occuper de l'égalité tant qu'elle me concerne. Donc c'est en ce sens-là que, si vous voulez, pour moi, les deux sont solidaires. Il ne s'agit pas de lâcher l'un pour prendre l'autre. Et là encore, ça fait partie des très grandes difficultés, on est tous confrontés. Il faut avancer sur les deux fronts, en même temps. Mais moi, j'observe exactement la même chose dans la société française que ce que vous dites. C'est-à-dire que, notamment dans les quartiers défavorisés, aujourd'hui on dit qu'il y a des véritables ghettos en France, les gens disent « Mais arrêtez de nous parler de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est un mensonge, ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. » Mais la fraternité
parti collectivement. Si elle vient d'un seul parti, si on n'est pas sur le même étage et que la partie supérieure vient nous parler de fraternité, ça ne vient pas de nous, vous comprenez? C'est pour ça que je dis que c'est une condition, qu'on doit la bâtir ensemble. Rien à ajouter. J'ai constaté dans le langage de mes enfants, dans leur tranche, dans la trentaine, ils s'appellent par bro, how are you bro, by bro, and so on. Bro pour le brother, bien sûr, et avec leurs amis de différentes confessions, bien sûr. Et est-ce que c'est juste une façon de parler de ces jeunes, ou bien c'est parce que nous, du fait que nous sommes empreints d'une certaine culture, nous la charrions avec nous. Et ces jeunes commencent déjà à comprendre et que le monde de la fraternité est en train de se construire effectivement. Je vous cite, en parlant de l'islam. Une religion tyrannique, dogmatique, littéraliste, formaliste, machiste, conservatrice, régressive. Dans votre lettre au monde musulman. Qu'est-ce qui reste à la main tendue? Où est-ce qu'il est la fraternité à la main? Vous êtes, mettons ces paroles-là dans une autre bouche, à part votre nom de famille et votre prénom, vous savez quel qualificatif on collerait à ça. Et toute la lettre est sur le même temps, et à la fin, vous dites, c'est parce que je vous aime bien que je vous dis ça. On dit qui aime bien châtie bien. Oui, oui. Elle est où la fraternité là-dedans? Le monsieur disait, il faut être d'égal à égal, il faut une main tendue des deux côtés. Vous vous placez en dehors et vous nous dites ça. Je suis très mal à l'aise. Vous n'avez pas lu la lettre, monsieur, vous avez lu ce que vous avez voulu dire. C'est-à-dire que ce que je dis dans la lettre, explicitement, vous savez ce qu'on appelle ça, sortir une phrase de son contexte. Ah bah si. Ce que je dis dans la lettre, tout simplement, c'est que l'islam est devenu aujourd'hui, dans bien des endroits, cette religion intolérante, dogmatique, répressive, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est à chaque fois qu'elle a existé comme grande culture et grande spiritualité. Donc en réalité, c'est un éloge de l'islam que je prononce, et c'est la colère de quelqu'un comme moi qui est de culture musulmane de voir que trop souvent, l'islam n'est pas à la hauteur de son propre génie. Voilà le sens explicite de ce que je dis dans la lettre. Vous avez été critiqué sur cette lettre, vous avez oublié l'histoire. Oui, mais c'est normal d'être critiqué. Vous avez oublié l'histoire, très importante. Vous avez parlé de colonialisme tout à l'heure. Merci. Non, justement, je n'oublie pas l'histoire puisque c'est au nom de l'histoire, c'est-à-dire au nom de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, c'est-à-dire l'humanisme musulman, qu'aujourd'hui, nous les musulmans, nous pouvons être particulièrement sévères avec ce que l'islam est devenu. Vous trouvez que l'islam est dans un bon état aujourd'hui? Vous trouvez que la civilisation musulmane donne une bonne image d'elle-même? Je voulais juste soulever ce point. Non mais répondez-moi. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la civilisation musulmane est à la hauteur de son propre génie? Oui ou non? Non, mais... on est d'accord. Non, c'est de la manipulation. Vous voulez un oui ou un non à ce qu'il demanderait une thèse? Dites-moi plus que oui ou non. Dites-moi plus Alors, que oui comme ou ça, non. à la fin, les gens veulent... Non, je pense que c'est intéressant de constituer une communauté de recherche. Le même discours a été, le même que le vôtre, a été utilisé. Quelqu'un a dit dernièrement, en France, l'islam commence et finit avec l'Algérie, ou quelque chose comme ça. La France n'est pas guérie du colonialisme. Vous venez nous dire un discours comme ça. Je ne vois pas du tout le rapport. Est-ce que quelqu'un voit le rapport? J'en viens. Vous dites que l'islam est malade. Je crois que je ne suis pas le seul à le constater et à le déplorer. Ben, Combien de démocraties c'est les dans le monde convulsions, musulman? d'un monde. Combien de démocraties dans le monde musulman? Combien? Il n'y en a pas. Il y en a une, il y a la Tunisie qui est menacée par le chaos qui est assez forte. Une. 1 milliard d'individus, une démocratie. C'est un bon État? C'est digne ça? Comment voulez-vous que nous, musulmans, nous gagnions le respect du monde alors que nous offrons ce visage aussi catastrophique? Vous voulez que d'un coup de baguette magique, ça se transforme en démocratie? Vous oubliez que dans l'Irak, j'ai pu reculer en Algérie, au Maroc, en Tunisie même, il y a des gens qui
il y a des instituteurs, des professeurs qui transmettent le savoir, qui transmettent l'humanisme, qui transmettent comme croyants. Mon frère, vous avez dit tout à l'heure la fraternité, mon frère c'est le juif, c'est le chrétien. À l'île des Sœurs, il y a une synagogue, une mosquée et une église. C'est mes frères dans la foi. Il y a dans les villages les plus reculés, il y a ça, ils travaillent. Vous balayez ça du revers de la main et vous dites qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ce que vous dites dans votre lettre. Oui. Parce que ça prend du temps pour sortir du marasme. Écoutez, vous savez ce que je pense? Je pense que vous êtes en colère. Non. Voilà. Je vous assure que non. Et la colère est mauvaise conseil. Je vous assure que non. La colère obscurcit le jugement. Non. Donc, je pense qu'on peut envisager ces choses-là de façon un petit peu plus sereine. Je vous assure que je ne suis pas.